De retour dans le Jeudi Parlons-en, troisième et dernière partie de l'émission. Vous en avez l'habitude, dans cette troisième partie, on parle souvent d'avenir. Alors jusqu'où ça peut aller? On a beaucoup parlé d'Escape Game il y a un instant et de Camp Murder Party. On va parler maintenant un peu plus de technologie. Finalement, vous, c'est en fonction aussi des nouveautés et de la technologie que vous allez pouvoir avancer. Ah oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on attend, franchement? Après, on va vraiment se dématérialiser, rentrer dans la console et aller jouer dans sa console? Non, quand même pas à ce point-là. Non, et en fait, il va exister certainement des objets connectés en fait avec la réalité virtuelle, voilà, histoire de transmettre toutes les mains en fait, voilà, de bouger. Par exemple, on veut bouger le pouce, ça fait déjà pouce. On peut déjà faire ça en fait. On a déjà le matériel pour. Mais voilà, en fait, vraiment de pousser. Il y a l'eye tracking qui peut arriver en fait, histoire d'économiser un peu les ressources. Du coup, en fait, c'est pour faire la netteté en fait avec l'œil. Du coup en fait c'est comme la vie réelle en fait, voilà, quand on regarde quelque chose c'est net et puis tout le reste est flou en fait. Ça économise un petit peu de graphisme, du coup ça économise aussi en termes de technologie, c'est ce qui va faire avancer. C'est possible de le réaliser ça? On pourrait imaginer un jour se brancher soi-même sur une console? Ah oui, tout à fait. Il y a des casques haut de gamme qui va pas réellement à la Matrix hein, forcément, mais d'avoir une telle partition en fait de pixels qu'on y croirait totalement. Ouais. Et au niveau des sensations, est-ce qu'on peut sentir ce qu'on voit dans vos jeux par exemple? Est-ce qu'on peut sentir quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il y a du vent, une odeur, du chocolat? Après il y a des gilets qui existent pour faire ça, qui sont pas encore sortis, c'est que du développement, hein. Ça mettra des années à sortir. Hein. Vous êtes un peu dépendant aussi des nouvelles sorties des... Ah bah, faut faire tous les salons, faut faire faut faire tout ça, faut suivre et puis il faut limite les acheter avant même que ça sorte. Hein. Et la première importance pour vous, le but ultime, c'est vraiment la réalité, c'est rendre le plus réel possible. Le plus réel possible, ouais. Il y a énormément de jeux qui existent, nous on sélectionne énormément en fonction, voilà, parce qu'il y en a beaucoup à acheter. Il y en a pas beaucoup à prendre du coup, parce que voilà, les grands constructeurs de jeux vidéo, c'est pas leur créneau pour l'instant, ils sont plus sur les jeux de console. Donc nous on a un petit peu les restes pour l'instant, mais après il y a énormément de boîtes qui veulent que pour nous en fait les salles de réalité virtuelle exprès pour ça. Karim, une réaction? Bah oui, justement, est-ce que c'est pas un risque, ça, de fait que les gros éditeurs ne vous suivent pas? Parce que si à la limite, il y a Activision qui disait bon, on va faire Call of Duty 32 en réalité virtuelle, je pense que ça serait une locomotive qui pourrait vous aider. Et là, alors, moi je vois surtout les expériences qui sont disponibles sur Steam parce que je joue sur PC, et ce que j'en vois, c'est pas encore excessivement excitant. Poussé. Ouais. Steam, pour l'instant, on l'oublie complètement. En fait, il n'y a rien qui est. En fait, nous, c'est le studio Oculus pour l'instant. C'est quasiment les meilleurs pour l'avoir déjà testé. Après, il y a des bots spécialisés en fait qui font que des jeux et des expériences que pour les salles de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on trouve ni chez Steam, ni chez Oculus, ni chez HTC. C'est-à-dire c'est notre créneau à nous, c'est des jeux exprès. Là, le grand public comme moi est totalement perdu dans ce que vous dites. Je vais vous poser une question peut-être un peu brute, mais certains se la posent peut-être aussi. À quoi ça sert? Ça sert à s'évader en fait, tout simplement. C'est vous êtes puisque dans le jeu vous nous vidéo. proposez des choses qu'on peut faire, bon, à part voler, là on est bien d'accord, et encore, il y a des machines qui nous le permettent. Se tirer dessus, tout simplement. D'être dans un saloon, sortir les cols que vous avez à la ceinture et puis tout simplement tirer sur l'adversaire. On peut pas faire ça dans un bar réellement. Le cinéma lorsqu'on a une télé chez soi, parce que l'expérience est meilleure. Oui, mais est-ce que là, faire de l'escalade en réalité virtuelle, est-ce que c'est meilleur que de faire de l'escalade en vrai à Saint-Léonard-des-Bois, par exemple? Là où on ira la semaine prochaine, c'est pour ça que le vertige. On n'est pas en capacité de le faire aussi. Les gens qui ont un handicap, je pense que ça peut aussi leur permettre d'accéder à des gens qui ont le choses. vertige qui sont déjà venus jouer à des jeux d'escalade. Et est-ce que la réalité supprime cette notion de vertige? Ça dépend. Vous me dites, pour ceux qui ont le vertige, par exemple, ils peuvent venir, ils l'auront quand même. En fait, voilà, tout simplement. Il y en a qui font totalement abstraction et il y en a qui... ils sont, ça peut être très bien aussi pour enlever une phobie, peut-être, justement. Oui, et puis aussi le fait de grimper une montagne de 3 km de haut sans avoir les 8 ans de préparation avant. Tout à fait. Oui, mais est-ce que les simulateurs de voiture existent depuis des années chez McLaren, chez machin, c'est des jeux de simulation maintenant. Tout à fait, voilà, c'est du réalité virtuelle du coup. Le jeu vidéo en général, de toute façon, c'est faire semblant. N'importe quel joueur de Call of Duty ou autre, il va pas réussir en réalité à tuer quelqu'un sur un champ de bataille. Mais on a de l'airsoft, on a du paintball. Mais pourquoi on fait du jeu vidéo aussi du coup, si on a de l'airsoft? Et pourquoi l'inverse?
Parce que c'est la question que tu posais. La question, oui, c'est pourquoi ce besoin de virtuel. C'est une tarif. L'Airsoft, il faut trouver une vingtaine de personnes facilement qu'on connaît, qui ont tous leur matériel. Il faut trouver un lieu qui ne fasse pas trop mauvais, contrairement aujourd'hui, et pouvoir le faire en lui-même. Alors que le jouer à Call of Duty, on est chez soi, les 20 personnes, elles sont sur Internet. Et, bien sûr. Donc finalement, alors très bien, c'était une question, vous me donnez des réponses, on va les poser. Le tarif, alors qu'en est-il si on va chez vous, combien ça coûte d'aller tirer sur des gens donc, dans un monde virtuel? C'est 9 € les 20 minutes, après c'est dégressif, ça descend à 7, et après la troisième est à 5, et toutes les suivantes sont à 5. Très bien, alors c'était très rapide. Okay. Donc, effectivement, c'est moins cher que si on allait le faire en vrai. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et finalement, sur un escape game, par exemple nous, on est à partir de 18 € par personne. Par contre, ça dure 90 minutes chez nous, le jeu. Très bien. Et sur une murder party, alors là, on imagine que, vu que vous proposez des, sur une carte murder party, sur mesure, c'est du sur mesure, donc c'est-à-dire que c'est très, je fais vraiment du cas par cas, à savoir que pour donner vraiment quand même une toute petite idée, une petite fourchette, dans le cas de, on va reprendre l'idée qu'on disait tout à l'heure, dans le cas de 10 personnes. Donc des particuliers la plupart du temps quand c'est 10 personnes, sachant que ça dure 3 heures, mais qu'en plus moi ça peut durer 4 heures et que je ne regarde pas ma montre parce que je suis une passionnée comme vous tous, et que je ne suis pas une business woman en fait, c'est ça le problème quoi. Je sais toi que tu penses alors il faut compter 30 € par personne TTC. Très bien, et sinon ça peut aller jusqu'à, si on est une grosse entreprise qui veut faire un séminaire et qui veut inviter 200 personnes. Moi j'ai fait du 400 personnes. À 100 personnes le maximum 400 personnes. 400 personnes. Et là on a un ordre d'idée à peu près. Je vous le dirai pas. Bon c'est votre choix. Non mais je vous le dirai pas parce que c'est vraiment vu avec chaque entreprise. C'est, encore une fois, comme je fais des trucs sur mesure, là aussi, et aussi, voilà, je suis allée à La Roche-Meunier vendredi, c'est-à-dire dans le village troglodyte. Magnifique endroit d'ailleurs, entre parenthèses. Songez-y. Pour les escape games. Pour les escape games, en tout cas pour faire de l'escape live. Et là, évidemment, c'est eux qui m'ont demandé. Et voilà, c'est magnifique comme décor pour effectivement une enquête. Voilà, eux, ils ont un budget, de mairie. Ils ont des budgets à SOS aussi. Ils ont de la thune. C'est ça qu'ils veulent dire. Non, justement, ils n'ont pas ces moyens-là. Et moi, j'accepte de On s'adapte. Je m'adapte à tous les budgets, en fait. Mais par contre, comment t'as fait quand t'avais 400 ? T'as créé un rôle pour chacun ou c'était plusieurs histoires ? C'était un rôle par équipe. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Des équipes de 100. Non, j'ai fait des équipes de 10 qui étaient énormes, mais en amont, j'ai un travail de folle furieuse. Non, mais c'est vrai, autant je respecte le travail de tout le monde, mais c'est vrai que le boulot qu'elle a sur les bords, c'est-à-dire que moi, je ne dors pas. Hein. Mais c'est vrai qu'on m'a dit qu'ils sont plusieurs, c'est vrai, pour écrire. Plusieurs dans sa tête. Ça va être malade. Moi, jamais. Enfin, c'est impressionnant. Non, mais ça, je le sais, mais bon, ça, c'est moi qui, comme ça. Je suis comme ça. Ted, justement, on parlait de tarif il y a un instant. Aujourd'hui, il n'y a plus. Ne me dérange pas, je peux pas être tarif. Non, mais pas de tarif, c'est pas la question. Pour ceux qui sont plus gamers chez soi, sur un ordinateur, sur une console, on connaît le prix parfois des ordinateurs, on connaît aussi le prix des consoles, on connaît le prix des jeux. On en est où aujourd'hui ? C'est toujours aussi exorbitant ou alors est-ce que ça peut être... Tout dépend en fait, c'est assez dégressif. Je t'avouerai qu'une console, même pas 6 mois après, déjà presque baissé de 50 à 100 €, donc c'est vrai que ça va très très vite. Là on prend par exemple l'exemple de la Switch, elle a déjà baissé de 50 balles, c'était il y a 3 mois, enfin ça va hyper vite, je dirais en termes de décote, parce qu'en fait c'est un peu comme le concept des Call of Duty ou des FIFA, il nous en sort presque une par an. Donc là à la fin de l'année il y a Xbox qui a annoncé sa Xbox justement à l'E3 là, PlayStation ce sera l'année d'après, enfin là c'est pour les consoles, Switch, Nintendo, donc bref, eux ils vont rester là-dessus. Les PC après c'est une autre branche. Les PC, chaque composant est important, chaque composant a un prix. Tu vois, donc chacun se fait son ordinateur aussi. Voilà, pour te dire, un bon PC de streamer à l'heure d'aujourd'hui, il faut déjà avoir la fibre, ça c'est en dehors du matériel, ça c'était impératif aujourd'hui, sinon on ne peut pas streamer. Si quelqu'un a chez lui la DSL, tu ne peux pas streamer, c'est la fibre, déménage. Bref. Et si il veut surtout bien streamer, il lui faut au moins un PC.
Et si on le monte soi-même, on peut se dire que vers 900 balles, 1000 balles, c'est bon. Si on le fait monter par un constructeur, il faut entre 1200 et 1300, quoi. Mais ce qui coûte cher là dans ces cas-là, puisqu'on parlait tout à l'heure de virtuel, mais de réalité réellement, c'est la carte graphique qui est importante, c'est d'aller au plus près de la réalité. Pas que. Il faut la carte graphique, il faut surtout la carte mère. Pas tous en même temps, s'il vous plaît, Karim. Processeur, enfin, c'est un bon PC est valable, je pense, entre 2 et 3 ans. Et encore, je te dis ça avance tellement vite que maintenant, un bon PC, 2 ans déjà, sans rien changer. Quand on rachète un jeu, souvent les jeux ont besoin de plus de compétences. Surtout sur PC. Alors c'est ça qui est aussi la différence. Sur console, ce qui est très bien, c'est que tu achètes la console et tu n'as rien d'autre à faire. Tous les jeux qui seront créés dessus iront sur la console. Ça, c'est important de le dire. Un PC, alors d'aujourd'hui, imaginons quelqu'un nous regarde et dit tiens, j'ai 1200 balles et hop, j'achète un PC. Dans 2 ans, voire même avant, il est possible qu'un jeu qui demande énormément de graphisme, etc., ne marche pas. C'est-à-dire que tu as mis énormément d'argent par rapport à une console et que tu as des jeux qui tournent pas et tu le découvres bien souvent quand tu as acheté le jeu. C'est-à-dire que tu te dis ah merde, je croyais que je pouvais jouer. Et non, tu ne peux pas, par exemple. Excusez-moi, j'en bave. PUBG, alors c'est Player Underground qui tourne en ce moment, c'est un jeu à la Battle Royale, 100 personnes sur une seule carte, un seul survivant à la fin. Enfin, c'est un jeu qui demande énormément de graphisme. Avant, il y avait H1Z1, et qui existe toujours. Voilà, qui existe toujours. Aussi pour le moment, mais c'est normal, il est en bêta, entre guillemets. Mais H1Z1, enfin un PC, pouvait le faire tourner. Un mec qui se dit, tiens, je vais passer à la pub, bah non, il peut pas. PUBG, il peut pas, parce que c'est des graphismes de fou, etc. Enfin, tu vois, le PC, c'est plus compliqué. Oui, être streamer, c'est un budget, parce qu'à côté de ça, on n'a pas parlé qu'il fallait une webcam, qu'il te fallait un micro, qu'il te fallait aussi des compétences graphiques parce qu'il faut que tu montes les vidéos, et encore un stream pas besoin, mais si après tu veux faire sur YouTube, il te faut quand même que tu aies ce petit contact avec les gens. Enfin, un streamer, c'est pas juste un mec qui est là et qui game, c'est un mec qui est là qui fait oh là là, alors là j'ai eu une action de malade, alors boum boum, regardez, je vais le fumer, regarde, je vais prendre, boum boum, tu vois, je le fume. Enfin, tu vois, c'est un spectacle. Les gens, c'est pour ça qu'ils regardent. Et concrètement, ça touche combien de personnes? Vous jouez déjà avec combien de personnes et combien de personnes vous regardent derrière? Alors tout dépend, on va dire les gros streamers à l'heure d'aujourd'hui, et là je te parle d'AlphaCast par exemple pour Overwatch, des choses comme ça, on est en France, on est à peu près sur entre 3 et 5000, après il y a Domingo sur League of Legends, enfin bref, il y a des gros jeux comme ça, après tout dépend aussi de l'heure, c'est important aussi les horaires. On va dire qu'entre 20h et 24h et minuit, tu toucheras pas le même public qu'entre 2h du matin et 6h du mat. Le stream, c'est tout le temps, c'est H24. À toi aussi de choisir ton bon créneau. Les gros streamers font entre 20h et minuit. Vous jouez avec des gens qui ne sont pas dans votre salon ou dans votre immeuble, mais vous allez jouer avec des gens qui habitent dans votre pays. Alors, principalement l'anglais. Alors là, je le dis aussi pour les jeunes qui veulent se lancer, l'anglais est très important. Quand on veut jouer en équipe, entre autres, il va falloir développer certains codes, etc. Mais bon, voilà, tout, c'est en plein essor. Lancez-vous si vous avez envie de le faire. Alors bien sûr, et je le redis, les études avant tout, ne faites pas n'importe quoi. D'accord, les études d'abord. Et important de se donner aussi un emploi du temps où on peut se libérer pour ça et pas y passer sa vie non plus. Moi, c'est ce que je dis aux jeunes quand ils veulent, par exemple, humoristes principalement. J'ai plein de jeunes qui me sur Facebook me check. Ah, peut-être j'aimerais écrire des sketchs et tout. Ok, t'en es où dans les études? T'as pas de diplôme, fais tes diplômes, après tu feras des blagues. Faut toujours avoir une branche à laquelle se raccrocher. Le stream, c'est la même chose. Ne vous lancez pas parce que ça prend un temps fou, mais vraiment, c'est pas juste un mec qui se dit à 19h30 je vais jouer et à 22h j'arrête. Non, c'est une hype, c'est toute une communauté, il faut créer quelque chose. Donc faites attention, c'est très intéressant, mais ça prend du temps. Très bien, on parle d'avenir là, l'escape game clairement, on imagine quoi dans quelques années? Alors, l'escape game. Alors, nous en fait, pour revenir à l'activité, nous, notre société s'appelle Outmazing et on exploite 2 marques qui sont Prisoners Heroes et Prisoners Live. Le Prisoners Heroes, le but du jeu étant de vous faire vivre l'expérience dans une salle. Alors, concrètement, si on reste sur la salle, la salle, on l'a dit, c'est un scénario, c'est une salle. Une fois qu'on l'a faite, à moins qu'on la refasse une deuxième fois pour changer la difficulté, après, on peut plus la faire. Comment on fidélise le client, à part lui proposer d'autres salles, mais comment on rentabilise, combien de temps ça dure, tous les combien on change de salle, expliquez-nous. Donc effectivement, il y a nos autres scénarios qui soient en live qu'on propose au public aussi. Il y a à la fois pour les entreprises, mais également des événements publics. Donc là, vous achetez votre place et vous venez jouer avec votre équipe ou même de manière individuelle et on vous intègre à un autre groupe. Donc c'est assez intéressant au niveau de la relation humaine et de l'expérience humaine. Et puis après, il y a les salles de nos confrères
qui sont très bien aussi. Donc on est 3 au Mans et puis on les envoie faire de l'escape game chez nos confrères qui ont d'autres scénarios, d'autres mécanismes. Et qui sont du coup pas spécialement en concurrence, mais qui finalement, une fois qu'on a aimé le principe, on change de jeu. Et de toute façon, parce que les gens qui aiment l'escape game, ils vont pas s'arrêter à 2 ou 3 salles d'une seule marque qui vont essayer tout. Donc c'est normal qu'on soit plutôt en bon terme avec eux. Tu parlais de renouvellement de salles. Je crois que le délai c'est 3 à 5 ans environ avant qu'une salle change. Oui, à peu près. On a peu d'expérience parce que c'est arrivé en 2013 en France, donc pour l'instant on n'a pas ce recul. C'est à peu près dans cet ordre d'idée. Alors oui, ça met du temps. Maintenant, je pense que d'ici à ce que tout le pays manceau soit fait protocole Hawaii et Tour Scatter, il y aura à peu près ce temps-là. Et à ce moment-là, je pense que les salles seront réellement épuisées et qu'il faudra penser à passer au Et alors, ce qui est intéressant aussi dans le développement des salles d'escape game un peu partout en France, c'est que justement, il y a la réalité virtuelle et là, on y est confronté, qui s'invite pour faire évoluer les jeux. Donc, les salles restent et sont existantes, mais on complète par des évolutions sur des processus 3D. Alors, c'est pas forcément avec des lunettes, mais ça peut être des hologrammes, etc. Et donc les salles évoluent aussi en fonction de cette technologie. En tout cas, elle est proposée et il y a pas mal d'expériences, et notamment sur Paris, un escape qui s'est fait entièrement en réalité virtuelle. Donc il y a plein de choses qui peuvent évoluer grâce aux nouvelles technologies également. Parfait. Un mot aussi, Adrien Bacle de VR Evolution, comment ça va évoluer dans les prochaines années? On imagine que c'est le réalisme qui vous intéresse de plus en plus. De toute façon, ça va être la technologie avant tout, mais de toute façon, on s'est toujours dit qu'on allait toujours être à la pointe, après ça coûte cher. Nous, on a préféré de ne pas faire les sessions chères pour qu'il y ait plus de monde. Après, nous, on se dit faut changer le matériel quasiment tous les 2 ans, grand maximum, et après évoluer, acheter des armes, les gilets tactiles qui peuvent exister. Les tapis Omnis que je viens de parler, qui j'espère vont arriver bientôt, c'est déjà, on y pense fortement quoi. Mais c'est ça, c'est vraiment être au top de la technologie. Au top de la technologie, ouais. C'est le but quoi. Très bien. Hermine Kemp, les Kemp Murder Party, où est-ce que ça va aller? Comment on les imagine plus tard? De toute façon, les scénarios changent à chaque fois. Oui, non, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va s'en installer quelques-unes en France. C'est-à-dire que je vais déléguer des Camp Murder Party ailleurs. Parce que je peux pas être partout. En fait, j'ai pas 10 000 Il y en a plusieurs dans la tête, mais pas sur Terre. Donc. C'est-à-dire que je suis toute seule après aux commandes, donc des fois c'est que. Enfin voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je peux pas. Voilà. Et il va effectivement y avoir l'année prochaine aussi une nouveauté, c'est-à-dire que la 3D va aussi intégrer les Camp Murder Party et d'autres choses sur lesquelles je ne peux encore rien dire, puisque mon informaticien me l'interdit. Très bien, et bien ce sont vos conclusions. Merci à tous une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Si vous n'avez pas tout compris, comme moi, l'émission est bien sûr disponible en replay d'ici quelques jours sur lmtv.fr. J'espère en tout cas vous avoir intéressé, ou en tout cas que cette émission vous a intéressé. C'était le but de cette émission depuis septembre. C'est la dernière émission de l'année, puisque la semaine prochaine, nous ferons une émission spéciale en extérieur, puisqu'on va tester des activités, non pas virtuelles, mais cette fois-ci, on va vraiment le faire, des sauts en parachute, de l'autogire, aussi de l'escalade, enfin bref, plein d'activités. Ce sera à découvrir la semaine prochaine et ce sera cette fois-ci la dernière émission tout court du Le Jeudi Parlons-en, une année, 54 émissions. Ça a été un réel plaisir de la présenter. Et moi, je vous retrouve en tout cas demain à 18h15. Excellente soirée.